j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin pour vous parler des derniers livres que j'ai lus. Alors je sais que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, mais en fait je suis pas mal occupée en ce moment. Je suis surtout dans mon déménagement puisque mon séjour parisien prend fin et il est temps pour moi de partir de la capitale. Sachez que je ne sais absolument pas comment va se dérouler cet été en matière de vidéos. Voilà, je vais faire de mon mieux, j'ai prévu de vous faire un book haul avant de partir aux États-Unis, mais voilà, je vous garantis pas d'être présente toutes les semaines, donc ce que je vous conseille c'est de venir me suivre sur Instagram parce que bon, si vous ne le savez pas encore, je pars aux États-Unis fin juillet pour partir étudier là-bas et donc je ferai certainement des stories, des petits posts Insta pour vous tenir au courant et pour vous amener avec moi, et puis je vais avoir besoin de vous les amis parce que j'ai quelques questions encore et je sais que vous êtes toujours là pour m'aider, donc voilà, suivez-moi sur Instagram, c'est Lire avec Lilia, tout simplement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Allez bien, on est bien. Et donc je commence avec Homo Deus, une brève histoire de l'avenir de Yuval Noah Harari aux éditions Albin Michel. Ce livre, en vérité, j'ai mis genre 2 mois à le lire parce que comme vous pouvez voir, il est juste énorme. Est-ce qu'on peut mettre mon visage à côté? Voilà, vous voyez, il est juste énorme, il n'est pas pratique à transporter du tout et donc du coup je le lisais le soir et dans les transports je me prenais du poche. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis tant de temps à lire, mais ça n'a rien à voir avec le contenu parce que j'ai adoré. Sur Instagram justement, je vous avais demandé si ça posait problème de commencer par le 2 parce qu'il y a un tome 1, même si c'est pas vraiment une suite, mais il avait écrit un autre livre avant sur une histoire de l'humanité je crois. Et du coup vous m'aviez dit que ça posait pas vraiment de problème, donc je vous ai écouté, vous voyez, je vous écoute quand même et j'ai eu raison. Merci beaucoup de m'avoir conseillé de le lire parce que c'était juste une très bonne lecture, j'avais besoin de ça en fait au moment où j'ai commencé ma lecture. J'avais besoin d'un livre qui m'apprenne des choses, j'avais besoin de ressortir de ma lecture en ayant un peu grandi et en ayant découvert des trucs que je connaissais absolument pas. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Homo Deus, en fait il s'agit d'un essai scientifique, mais franchement, croyez-moi, c'est pas du tout pompeux, c'est totalement accessible. Si moi j'ai compris les gars, tout le monde, toute la planète peut comprendre. L'auteur se pose la question suivante au tout début du livre: maintenant que l'humanité a éradiqué ou peut contrôler les guerres, les maladies et la famine, qu'est-ce que l'homme va faire de tout ce pouvoir? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce savoir, toute cette connaissance? C'est une question qu'on se pose pas vraiment, alors qu'en réalité en ce moment même des scientifiques mènent des recherches sur l'immortalité. Alors clairement ça peut faire peur quand Yuval Noah Harari nous parle de la Silicon Valley et de ce qui s'y passe en ce moment. Franchement ça fait un peu penser à de la dystopie science-fiction un petit peu badass. L'auteur a vraiment l'art de dédramatiser la science et de la transformer en quelque chose de ludique. C'est pour ça que c'était tellement agréable de lire ce livre. En fait, il vous parle de quelque chose, par exemple, j'ai n'importe quoi, l'immortalité ou la quête du bonheur, qui est vraiment quelque chose de scientifique aujourd'hui et à laquelle beaucoup de personnes aspirent. Il vous la présente d'abord avec des termes scientifiques auxquels on n'a pas tous accès, mais juste après il donne un exemple concret, limite de la vie de tous les jours, auquel on peut tous se référer, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très agréable à lire. Alors ça reste quand même un écrit scientifique et c'est vrai que la fin, moi, m'a un petit peu moins parlé parce qu'il parle de data, de dataïsme, etc. Et moi, tout ce qui est chiffres, franchement, je sais pas pourquoi. Mon cerveau est totalement hermétique, je ne comprends pas. Mais tout le reste, franchement, j'ai adoré. J'ai juste hâte de lire le 1 que j'ai dans ma pile à lire. Ce livre couvre tellement de sujets. Par exemple, à un moment donné, l'auteur parle des animaux, de notre rapport aux animaux. Est-ce qu'on est vraiment meilleur qu'eux? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Rien que ça, c'était juste hyper intéressant. Voilà, je pense que vous pouvez voir que je suis hyper enthousiaste concernant ce livre. Franchement, c'est génial. N'ayez pas peur de ce terme un petit peu scientifique, latino, je sais pas quoi. Vraiment, je me répète, c'est hyper accessible et franchement, aujourd'hui, ma seule frustration, c'est que je ne sois pas capable de tout retenir ce qu'il y a dans ce livre parce que je pense que tout est important. Je vais continuer avec un petit peu moins d'enthousiasme cette fois-ci et je vous présente Bird Box de Josh Malerman. Ce livre est depuis une éternité, littéralement, dans ma palle. Ça va faire franchement 2 ans, donc presque les débuts de ma chaîne. À l'époque c'était Johanna qui m'avait vraiment donné envie de lire ce livre et après j'ai rencontré pas mal de personnes qui l'avaient lu, notamment Adeline, si tu passes par là, bien à toi. Et franchement j'avais, alors pas l'intuition féminine mais disons l'intuition du lecteur, voilà totalement, que ça allait me décevoir. Et au miracle, ça m'a déçu. Autant c'était bien parti parce qu'on est sur un thriller post-apocalyptique dans un monde où la moitié de l'humanité a disparu parce que les hommes sont morts suite à des crises de folie. Qu'est-ce qui provoque cette folie justement? C'est là la question.
Tout ce qu'on sait, c'est que les crises ont commencé quand les gens sortaient de chez eux et visiblement voyaient quelque chose qui les rendait totalement fous et qui les incitait à se mutiler et puis à se tuer. Donc clairement, hyper intriguant, on a envie de savoir, on a envie de découvrir. Ok, première faute, je l'ai lu en français alors que la version originale est en anglais. Donc, clairement, je me base vraiment sur la traduction là pour ce qui est de l'écriture, mais j'ai trouvé ça pas bon. En fait, j'ai vraiment trouvé l'écriture pas bonne, c'était pas spécialement agréable, j'ai trouvé ça très artificiel. Les dialogues sont là pour expliquer quelque chose au lecteur et ne sont pas là pour servir de dialogue à proprement parler. Donc ce qui fait qu'il y a un vrai manque d'authenticité dans les interactions entre les personnages. Ça n'a aucune spontanéité et du coup on a beaucoup de mal à s'attacher au protagoniste, d'autant plus que le personnage principal qui est une femme qui s'appelle Mallory est détestable au possible. Enfin, en fait, nous justement, dans ce monde post-apocalyptique, on va suivre Mallory qui vivait jusqu'alors dans une maison cloîtrée avec toutes les fenêtres fermées, avec ses 2 enfants de 4 ans. Bon déjà, les 2 gamins ont 4 ans, t'as l'impression qu'ils en ont 16, qu'ils ont un bac plus 8. Ça déjà c'était pas crédible. Et ensuite, je trouve que la mère a un rapport avec ses enfants qui est hyper malsain. Voilà, j'en ai parlé avec Adeline justement et moi je trouve ça hyper bizarre. On est à la limite de la maltraitance. Alors je sais que les conditions sont particulières parce que on est dans un mode de survie et je sais pas comment moi je serais avec mes enfants dans un monde pareil. Mais je sais pas, il y a beaucoup de violence à la fois verbale et à la fois physique. Donc ça du coup ça m'a aussi dérangée parce que j'avais aucune empathie et aucune sympathie pour le personnage principal. Autant vous dire que c'est mal barré. Et c'est vrai que pour moi, lorsqu'il s'agit d'un thriller, et ben le gros de l'histoire repose sur la fin. Si la fin est pas à la hauteur ou même mieux que l'intrigue, et ben non, ça vaut pas le coup d'écrire un livre en fait. Et là, j'ai eu l'impression que le gars a eu une bonne idée pendant au moins, on va dire 350 pages, et que les 20 dernières pages, il s'est dit « Oh, tu sais quoi, flemme d'écrire une fin », et que du coup il nous laisse comme ça, sans aucune réponse. Voilà, même pas un petit plot twist, j'ai eu un espoir. J'ai eu un espoir, je me suis monté un de ces scénarios dans ma tête, limite il faudrait que je l'écrive l'histoire tellement je trouve ça mieux que ça. Et franchement, c'est tombé à plat comme une crêpe. Tel un pancake. La déception. J'ai perdu vraiment, j'ai perdu 379 pages de lecture. Je le dis, je n'ai pas aimé ce livre. C'est con parce que vraiment il y avait un potentiel, je pense que l'intrigue aurait pu être beaucoup plus fouillée. Mais voilà, les personnages étaient assez caricaturaux. C'est souvent le même genre de personnage qu'on retrouve dans les thrillers. Vous savez, ce genre de personnages qui vont mettre les autres en danger, surtout dans des conditions de survie. L'homme est un loup pour l'homme, blablabla. Bah clairement, j'ai pas compris l'intérêt et limite tout se finit bien dans le meilleur des mondes, mais pas du tout. Bon, je suis désolée pour les personnes qui l'ont apprécié, surtout n'hésitez pas à venir me donner votre avis dans les commentaires et je serais ravie de discuter avec vous de ce livre-là, mais vraiment je suis passée totalement à côté. Et malheureusement, voilà, il n'y a pas que la fin qui m'a déçue, parce qu'encore si avec la fin j'aurais pu dire qu'il y a d'autres choses qui relevaient le niveau, mais pour moi l'écriture était pas terrible. On a des chapitres, alors j'aime bien ce format dans les thrillers, vous savez, un chapitre présent, un chapitre passé. Chez Jacques Expert dans Hortense, c'est très bien fait, mais là par exemple en comparaison c'était vraiment pas terrible. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas bien apporté. Malheureusement j'ai pas aimé, vous l'aurez compris, je ne vous le recommande pas. Après ça ou avant ça, je ne me souviens plus, j'ai lu Le Château de Édouard Carret. Alors c'est le tome 1 de la saga Les Ferrailleurs. Clairement, je vais pas vous dire grand chose là-dessus. Je pense que la couverture est une très bonne indication. Voilà, donc c'est un livre qui comporte des illustrations à chaque chapitre. Je sais pas si c'est l'auteur qui a fait les illustrations, j'en ai aucune idée, mais je pense que les illustrations parlent vraiment pour le livre. Donc pareil, celui-là, ça faisait une éternité qu'il était dans ma palle, c'était Thomas qui me l'avait acheté à l'époque, et j'ai vraiment apprécié ce livre. Je suis rentrée dans cette histoire sans rien en connaître de plus que les illustrations que je viens de vous montrer, et franchement, ça a été une très belle surprise, et j'ai envie que vous ayez la même surprise si vous ne connaissez pas cette histoire. Tout ce que je peux vous dire pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, c'est que selon moi, c'est un subtil mélange entre Edgar Allan Poe et Tim Burton. Voilà, donc si vous aimez ces deux univers, ce qui était le cas pour moi, franchement, foncez. C'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, puisqu'on est ballotté entre réalité et fiction, dans un monde complètement loufoque, mais qui tient totalement la route, qui est carré, qui a ses règles, qui est en fait logique dans sa loufoquerie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, l'univers se passe dans une déchetterie. Voilà, rien que ça, franchement, chapeau melon l'artiste, une déchetterie comme lieu d'intrigue. J'ai trouvé ça absolument génial. Je sais pas ce que ça donne en anglais parce que là encore une fois la version originale est en anglais. Je sais pas si j'aurais tout compris en anglais clairement parce qu'il y a des mots qui sont utilisés qui sont assez soutenus, en tout cas en français c'était le cas.
mais ça a été vraiment une très belle découverte. Je sais pas si je lirai le tome 2 par contre parce que me lancer dans des sagas pour le moment c'est pas mon objectif, mais vraiment une belle lecture que je vous recommande pour s'évader, et en tout cas dans le métro ça a été vraiment chouette. En fait je me rends compte que ce bilan lecture c'est vraiment le bilan lecture des Antiquités de la Palle, parce que ce livre là ça fait aussi 2 ans que je l'ai, et donc du coup je vous présente Petit et Grand Mensonge de l'histoire de France de Julien Arbois, avec en prime la photo, enfin le dessin de notre Napo chéri. Encore une fois ici tout est dans le titre puisque l'auteur va littéralement survoler les siècles et nous présenter ces histoires qui ont forgé un peu l'identité nationale et qui pourtant sont fausses ou alors ont été légèrement modifiées à des fins politiques et stratégiques. C'est un format que j'avais déjà vu avec Les Secrets de l'Histoire de France, je crois, qui était un beau livre que je m'étais offert pour Noël et que je vous avais présenté dans un bilan lecture, et qui m'avait vraiment déçue parce que ça faisait vraiment fast food historique et c'était pas du tout ce que je cherchais. Donc j'avais un peu peur parce que c'est vrai que bon, là voilà, c'est présenté comme ça, c'est assez court, vous voyez, voilà, ça va assez vite, on survole les trucs. Mais ça m'a donné une toute autre impression de ce que j'avais pu lire avant. Alors certes, l'auteur ne va pas s'attarder 1000 ans sur les faits, mais en fait il se débrouille pour nous donner de manière assez digeste le meilleur, l'essence même des informations dont on a besoin. Tout le gras est mis de côté si vous voulez, l'auteur nous donne vraiment toutes les informations dont on a besoin et après c'est au lecteur de choisir les histoires qu'il préfère et d'approfondir les sujets de son côté. Bon bien sûr il y a des histoires qui étaient un peu moins passionnantes que les autres pour moi, ça dépend des appétences de chacun. Par exemple, Descartes a-t-il été empoisonné? Bon bah moi je savais même pas de quoi il était mort de base, donc voilà. Mais ça permet d'apprendre quand même des choses. Qui est l'homme au masque de fer? Ça c'est une histoire qui me passionne et j'aurai jamais la réponse, mais je pense que je vais approfondir mes recherches de mon côté. Corneille a-t-il écrit les pièces de théâtre de Molière? Enfin voilà, moi je trouve ça vraiment hyper intéressant et le fait d'avoir des images, c'est cool. Par contre, nota bene, je me pose une question, l'iconographie est très chouette, c'est très sympa d'avoir un support visuel. Par contre, quid des crédits images? Voilà, il n'y a pas du tout de crédit iconographique, donc je me pose la question là, qu'est-ce qui se passe Pocket? Hein? Moi je trouve ça un peu bizarre. Bon après c'est peut-être ma formation d'édition qui me fait un peu tiquer là-dessus, mais globalement c'était un bon livre et clairement je vais le garder. Voilà, ce qui veut dire beaucoup parce que quand je garde un livre ça veut dire que vraiment je l'apprécie, et là vraiment je l'apprécie. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, peut-être que ça vous aura même donné des idées de lecture ou de non-lecture justement. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment dans les commentaires, j'ai hâte de savoir ça, de discuter avec vous. Encore une fois et toujours merci d'être là, merci de me soutenir. Surtout je répète, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que j'aime vraiment communiquer avec vous, c'est là où je suis aussi le plus disponible et comme ça vous pourrez peut-être suivre mes petites pérégrinations en terre américaine. Sur ce, je vous dis à bientôt ou pas dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye bye.